Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Déo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, stratégiste de la Banque Postale Asset Management. Bon, les marchés sont plombés depuis maintenant quasiment 3 jours, même si aujourd'hui ça rebondit un petit peu. Oh, il n'est pas content quand je dis plombé. Et on a eu un sell-off là quand même en 2 sur 48 heures, quasiment 4% de baisse. Oui, on a fait quasiment 3% hier. Mais et 1,5 la veille, et on rebondit de 0,5 aujourd'hui. Donc quand même, oui. on est quand même passé de quelques jours, en quelques jours, d'une espèce d'euphorie, de douce euphorie, j'ai envie de dire, à un décrochage, quand même décrochage. Petit sell-off de 4% en 2 jours, c'est pas rien. C'est quand même violent comme changement d'humeur, non? Oui, c'est pas le fruit du hasard non plus. Mais c'est très violent, effectivement, mais ça vient après un mois de septembre qui a été assez bon. On a fait quasiment 3-4% sur la plupart de tous les indices. On a effacé en 48 heures un mois. Voilà, c'est ça. Et puis, depuis le début de l'année, on est toujours en hausse de plus de 15%. Ouais, mais sur un an, on est à zéro. Sur un an, on est à zéro, oui. En fait, on a baissé en fin d'année dernière, on est remonté, on revient à ce niveau-là. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est une variation qui est très courte, parce qu'en fait, on a eu 2 jours vraiment de correction. Là, ça a l'air de se stabiliser, alors il faut voir. Mais moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de changement fondamental de vue des marchés. C'est plutôt une rotation de portefeuille et une correction technique. Correction technique, donc pour vous, ça reste une correction technique a priori, même si les marchés semblent découvrir que la guerre commerciale, ça ralentit, ça freine le ralentissement en cours cyclique de l'économie. Oui, merci, on le savait quoi. Bon, mais c'est exactement ça. Si vous regardez, il y a plein de petites nouvelles qui sont sorties. Il y a ça, il y a l'affaire avec Airbus. On va en parler, c'est tombé cette nuit ça. Voilà, il y a des chiffres qui sont sortis aux États-Unis qui n'étaient pas très très bons, mais tout ça, c'est largement. Mais ça justifie encore une fois les indicateurs. On n'avait pas encore le fait que les Américains vont taxer pour 7,5 milliards avec la bénédiction de l'OMC des produits, des marchandises européennes agricoles, mais surtout Airbus. C'est tombé après. On a eu quand même 4% de jour, tout ça parce qu'on a eu un mauvais indicateur qui confirme qu'il y a une récession manufacturière aux États-Unis. Oui. Ça nécessite, ça justifie d'avoir encore une fois une baisse aussi violente? Je ne pense pas, parce qu'une fois de plus, la récession manufacturière, enfin, on sait qu'elle est là. Ce n'est pas une nouveauté. Alors pourquoi les yeux se dessillent comme ça? Donc, si vous regardez comment le marché a réagi, moi je lis beaucoup que c'est une crainte sur la croissance. Je ne suis pas convaincu, parce que quand vous avez des craintes sur la croissance, vous sortez des actions pour entrer sur l'obligataire. Donc les taux baissent. Or là, les taux allemands ont monté. Si vous regardez au sein du marché actions, les actions les plus exposées aux investissements, celles qui sont value, donc celles qui devraient souffrir le plus en cas de récession, ont en fait surperformé. Elles ont surnagé alors très très peu, mais elles n'ont pas été massacrées alors qu'elles devraient l'être. Ça signifie quoi? Donc ça signifie que je ne pense pas qu'il y ait un changement dramatique de point de vue du marché sur la croissance. Sinon, on aurait des processus différents. Donc cette technique s'explique par? Donc pour moi, c'est des rotations de portefeuille. On a eu une fois de plus une belle année depuis janvier. On a eu un mois de septembre qui était bon. On passe au nouveau trimestre. Je pense qu'il y a des nettoyages de portefeuille. Et donc selon vous, on devrait en rester là? Toute chose égale par ailleurs? Je pense. Moi, alors c'est ce que j'ai écrit ce matin. Pour l'instant, ça a l'air de se stabiliser. C'est quoi que? Je pense que c'est effectivement une correction de court terme qui est essentiellement technique, parce qu'une fois de plus, je n'ai pas de nouvelles ni économiques ni micro vraiment nouvelles qui rajoutent quelque chose au scénario à l'heure actuelle. Donc pour vous, ce n'est pas un changement, encore une fois, dans la perception des investisseurs qui se disent maintenant, parce que c'est comme une hypothèque qui revient souvent, cette récession mondiale, mais qu'on ne voit pas. On voit toujours ce fort ralentissement dans l'industrie, on l'a souvent répété ici sur Boursorama. On voit que les services à l'échelle du monde se portent bien, même si ça ralentit un petit peu, mais ça se porte toujours bien. Donc il n'y a pas de récession en vue. Donc les marchés jouent à se faire peur avec la récession. Oui, je pense. Enfin, il ne faut jamais dire jamais une fois de plus, mais je pense que pour l'instant, la contamination de l'industrie sur les services reste très très limitée. Alors il ne faut pas que ça dure trop longtemps, mais pour l'instant, l'idée d'avoir une récession, pour moi, n'est pas le scénario central. Dit autrement, je pense que la charge de la preuve, elle est sur les pessimistes. Si vous voulez une récession, il faut un choc de plus. Il faut que le Brexit se passe mal, que les négociations commerciales se passent mal, qu'il y ait un choc au Moyen-Orient. Comme d'habitude, on a une longue liste de choses qui peuvent mal se passer, mais spontanément, pour moi, l'économie, elle doit ralentir, arriver sur des taux de croissance très faibles, mais on ne passe pas en récession. Donc pas de raison, encore une fois, qu'au-delà de cette correction technique, ça aille plus loin. Ce que je vous raconte là, je vous l'aurais raconté il y a une semaine, il y a 15 jours, il y a un mois,
Et je pense que donc les c'est vrai données... qu'ils pensent sur la même chose, en fait. Quoi qu'il arrive, ils pensent la même chose. Non, je change d'opinion, mais pas aussi Ah, souvent que ça. Mais pas aussi souvent que ça. Bon. Ce que je veux dire, c'est que les données qu'on a eues depuis 2-3 jours ne changent pas fondamentalement Le gros du mon scénario. diagnostic. Et je ne pense pas que grand monde ait changé complètement et retourné leur veste complètement, comme vous le dites. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que la guerre commerciale va peut-être s'intensifier? Encore une fois, quand on voit cette décision de l'OMC, alors c'est un dossier qui date depuis 15 ans de subventions d'aide d'État donc, à Airbus, mais il y a aussi une décision attendue de l'OMC début d'année prochaine, d'ici 9 mois, dans l'autre sens, sur les Américains et sur Boeing. Donc l'OMC a donc en gros donné un feu vert à Trump pour taxer à hauteur de 7,5 milliards les exportations européennes. Ça n'a pas traîné, hein. Dans la nuit, pouf, on a appris que c'était, voilà, que en gros, alors je résume, hein, mais il y aura pour 7,5 milliards plein de produits différents qui seront taxés, à 10% pour les avions Airbus, mais seulement produits dans 4 pays, et pas les composants, parce que certains Airbus sont évidemment assemblés sur le sol américain, donc ça pénaliserait les compagnies aériennes américaines. Ah oui, c'est ça aujourd'hui la mondialisation. Et on aura donc du vin, du fromage, plein d'autres produits aussi taxés pour le coup entre 10 et 25%. Est-ce que là on se dit, c'est une nouvelle escalade? Parce qu'on sait qu'il a jusqu'à, on l'attendait plutôt, je crois que début novembre, Trump, sur les automobiles aussi. européennes, donc allemandes. Oui, c'est embêtant parce qu'on avait l'impression que Donald Trump se concentrait sur... En même temps, les marchés actions, pardon, je vous coupe, les marchés actions rebondissent aujourd'hui, donc a priori, ça angoisse personne, ça. Hein. Non, parce que ça aussi, c'était connu. C'est-à-dire, vous l'avez dit, ça fait 15 ans que le dossier traîne. On savait que l'OMC allait prendre une décision d'ici la fin de l'année. Donc, forcément, c'est une décision qui est mauvaise, au sens où c'est pas très bon pour l'économie. Mais comme elle était tellement attendue, les gens dans l'aéronautique savaient que ça allait arriver. Et la décision, honnêtement, dans son contenu, n'a rien qui surprenne. Donc là aussi, il n'y a pas de changement fondamental de scénario. Vous voyez. Par contre, ça confirme que la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis n'est qu'une partie de la guerre commerciale. Il y a aussi États-Unis contre Europe. Je rappelle que Donald Trump a signé un accord d'ALENA, alors il ne faut pas l'appeler l'ALENA parce qu'il n'aime pas ça, mais avec le Mexique, qu'il l'a dénoncé quelques mois plus tard en mettant des taxes à 5% à cause de l'immigration, qu'il a fait marche en arrière. Donc on est dans un niveau d'incertitude qui est très très fort. Et c'est ce qui bloque les entreprises, les boîtes pour investir, pour se développer? Je pense, oui. Quand vous regardez les décisions d'investissement des entreprises, le facteur le plus important, c'est la confiance. Ce qui est normal, parce qu'un investissement, c'est toujours un pari sur le futur. Et donc, vous avez besoin de confiance. Si je n'ai pas de visibilité, j'ai tendance à diminuer mon investissement. L'autre point qui est important, c'est les créations d'emplois, parce que c'est la même chose. Vous ne créez pas un emploi pour 5 minutes, vous embauchez quelqu'un pour longtemps, normalement. Et là, on voit un tassement de la croissance des emplois aux États-Unis, par exemple. On a les chiffres demain de création d'emplois. L'année dernière, c'était 250 000 créations par an. Là, on sera plutôt à 150. Et là, oui, depuis quelques mois, on est plutôt encore... Ce qui n'est pas dramatique, mais... 150, vous êtes généreux, c'est plus proche de 100 sur les derniers chiffres. Ce n'est pas dramatique, une fois de plus, ce n'est pas une récession. Mais ça ralentit. Les créations de postes, les créations de jobs ralentissent. Quand vous êtes entre 100 et 150, vous absorbez les nouveaux entrants, donc votre chômage est stable. Autant être stable à moins de 4%, ce n'est pas dramatique. C'est pas mal, non. Donc, mais en fait, je pose la question souvent, est-ce qu'on a, oui ou non, en termes de ralentissement du cycle de l'économie mondiale, de l'activité, est-ce qu'en 2019, on touchera le fond de la piscine? Moi, j'ai l'impression, pour l'instant, on a encore des signes très ténus, mais on commence à voir des stabilisations sur le marché automobile, par exemple. Je regardais aussi le commerce international, on a des signes que ça se stabilise, voire que ça repart doucement. Sur les semi-conducteurs aussi, on a eu une chute très très forte. Vous savez, quand vous passez un point d'inflexion comme ça, vous n'avez pas... on a passé le point d'inflexion, c'est ma question en fait. Je ne pense pas, mais on en est tout près. Le problème, c'est que quand on passe un point d'inflexion, vous n'avez pas tous les voyants qui passent du rouge au vert immédiatement. Vous avez quelques-uns qui commencent à bouger et on commence à voir quelques petits signes comme ça. Donc je pense qu'il faut faire attention au pessimisme. On est très très prudent sur les capacités de croissance. Une fois de plus, sauf choc, qui est toujours possible, je pense qu'on est probablement pas loin du plus bas et du point d'inflexion. Donc c'est bon pour les marchés quelque part, ça. Ça justifie le fait qu'il n'y a pas de raison entre les banques centrales qui sont à la manœuvre, juste derrière. On parlera juste après de cette interview, encore une fois, du président d'Alliance. Je crois que c'est OFT qui tire à boulet rouge, j'ai lu ce matin sur Mario Draghi. Mais donc si les banques centrales sont là, si le point bas de la croissance, si la dérivée seconde s'annule, comme on dit, c'est bon pour les marchés, non ça? C'est moyennement bon. C'est-à-dire que dans un environnement comme ça, les entreprises devraient maintenir leur marge, donc continuer à croître en termes de bénéfices. Donc vous devriez avoir effectivement une croissance de la bourse qui reste positive. Médiocre, même très médiocre, mais positive.
Bon. Un petit mot pour clore le sujet sur la guerre commerciale de Trump. Bizarrement, contre-intuitivement, ça fait monter le dollar. Et là, on se dit, enfin empiriquement en tout cas, c'est ça qu'on assiste. Oui. On voit depuis 18 mois une hausse du dollar. On aurait pu se dire, c'est surprenant parce qu'on aurait pu imaginer que ça leste au contraire le dollar. Hein. Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. D'une part, quand vous imposez les tarifs, votre devise doit s'apprécier. Pourquoi? Parce que imaginez... Ah donc c'était logique en fait. C'était logique que ça arrive. Donc j'ai rien compris. En fait, c'est logique, oui. Imaginez que vous mettiez 10% de taxes sur les importations chinoises. C'est comme si vous aviez fait une dévaluation de 10%, puisque ça coûte 10% de plus d'importer des biens chinois. Ouais. Donc en fait, vous dévaluez de l'autre côté. Vous dévaluez la monnaie chinoise de 10% et vous annulez les tarifs. Et en fait, si vous regardez l'augmentation des tarifs, c'est très très bien corrélé avec la dépréciation du yuan. Donc en fait, il augmente les tarifs, le yuan baisse en contrepartie et, donc, ça augmente le dollar. Et ça annule l'un l'autre. Ah. Donc en fait, c'est un problème assez récurrent et ça veut dire que les taxes sur les importations ne marchent pas très très bien dans une économie où vous avez des changes. Ouais. Et donc pour l'euro faible entre guillemets face au dollar, on est en dessous des indices, on est autour des 1,09 au plus bas depuis quasiment 3 ans. On se dit que c'est conjoncturel ou ça peut durer? Non, ça peut durer parce que je pense qu'il y a deux aspects qui sont en fait le revers de la médaille. C'est d'une part un différentiel de croissance. On a eu beaucoup de surprises à la baisse en Europe, beaucoup plus qu'aux États-Unis. Donc ça soutient le dollar contre l'euro. Et différentiel de taux. Voilà, qui est une autre façon de raconter la même histoire. Imaginez que vous êtes un investisseur américain. Si vous investissez sur du marché monétaire à la maison, vous avez du 1,5, 2%. Alors qu'en Europe, vous avez des taux négatifs. Mais ça donne quelque part raison à Trump qui dit si la croissance ralentit, même si elle reste formidable selon lui, mais si elle ralentit, si la Fed baisse ses taux, ça fera baisser le dollar et ça relancera la mécanique exportatrice américaine. Alors ça, c'est un gros risque pour l'Europe. C'est que, imaginez qu'on ait une récession, la BCE ne peut plus baisser ses taux, par contre la Fed baisse ses taux, et donc vous avez l'euro qui remonte. Et donc là, on a une récession plus un euro à 1,20, 1,25, je ne sais pas. Et effectivement, c'est la double peine. C'est un des gros risques pour l'Europe en cas de récession. Ouais. Sur la BCE, là, sur cette interview du président d'Allianz, qui n'est pas content parce qu'en même temps on comprend que ce n'est pas bon pour son business aussi, ces taux qui sont bas, donc on se dit qu'il est peut-être un peu jugé parti. Mais il tire à boulet rouge sur Mario Draghi en disant qu'il n'est pas indépendant, qu'il multiplie les risques et qu'il n'a pas quelque part rompu cette boucle malsaine entre la dette publique et les banques. Quand un État va mal, les taux d'intérêt remontent et donc les banques qui ont beaucoup dans leur compte d'obligations souveraines sont en difficulté. Ouais. Là-dessus, il dit que c'est un des pires mensonges que de faire croire ça, que les régulateurs, les autorités ont réglé le problème. On a envie de lui donner raison sur cette partie-là. Peut-être pas sur l'indépendance, mais... Oui, enfin, sauf que le régulateur n'a jamais dit que le problème était réglé. Hein. Au contraire. Il a dit qu'à la fin de 2014, avec l'union bancaire, on avait fait un grand pas en avant, ce qui, je crois, est juste. Parce que si vous regardez la feedback loop, comme on dit, elle a été considérablement amenuisée. Par contre, on sait très bien que vous avez, pour ne pas les nommer, des banques italiennes qui ont énormément de papier italien dans leur actif, des banques espagnoles, etc. Et donc, on n'a pas complètement résolu le problème. Ce lien pernicieux quand les choses vont mal. Oui, bien sûr, bien sûr. Et le régulateur en a parlé, il y a des papiers sur le sujet, ils essayent de trouver une solution. Donc, il a raison sur le bilan, mais je ne pense pas que la BCE ait dit que tout allait très bien, Madame la Marquise. Ouais, et sur l'indépendance, pour le coup, on dit la BCE est totalement politisée, il n'y a plus d'indépendance de la Banque centrale et de son président. Ce que dit le président d'Allianz. Hein. Oui, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, la BCE est indépendante, les membres du board sont nommés pour 8 ans. Non, mais pas dans les statuts, mais dans les faits. Dans les faits, il y a un vrai problème fondamental qui est que les États n'ont pas fait de relance budgétaire. Du coup, tout le travail est tombé sur les banques centrales. C'est vrai pour la Fed, c'est vrai pour la BCE, c'est vrai pour la Banque d'Angleterre. Donc pour la Fed, c'est moins vrai, parce que pour le coup, il y a eu un vrai plan de relance américain. Pour le coup. Oui, mais la Fed a aussi augmenté son bilan énormément, donc elle se retrouve avec des milliers de milliards de treasuries sur son bilan. La BCE qui en a beaucoup plus, eu égard à la taille de son bilan, d'obligations souveraines européennes, que la Fed. Je crois qu'on est... De mémoire, c'est 40% du bilan de la Fed ou du PIB de la zone euro qui est dans le bilan de la BCE contre 25% pour la Fed. Je parle oui, c'est ça. Oui, c'est beaucoup plus gros. Alors, il y a d'autres raisons. C'est en point de PIB ou par rapport C'est en point de PIB, mais la façon dont la BCE... Alors là, ça devient très technique. Mais la façon dont la BCE intervient sur les marchés monétaires fait que son bilan était structurellement beaucoup plus gros que celui de la Fed. Mais je pense que le problème fondamental, c'est que vous avez effectivement des banques centrales maintenant qui possèdent une grande partie de la dette publique émise par les États. Un tiers de la dette publique allemande
se trouve dans les mains. Un peu moins d'un tiers. À peu près. Un peu Oui. moins d'un tiers. Alors ça dépend tiers. comment vous comptez. Mais par Mais rapport. c'est énorme. Oui, oui, c'est énorme. Et Déjà, c'est rien à côté du Japon qui a. La Banque centrale japonaise, elle a combien de dette du Japon, de public du Japon? C'est à peu près pareil en proportion de la dette totale, mais comme la dette totale est beaucoup plus importante, les chiffres sont plus importants. Et donc, vous voulez dire quoi alors, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez un vrai sujet de lien entre la Banque centrale et les gouvernements que vous avez créé comme ça avec le QE. Comme on réouvre le QE en Europe, vous parliez de 33%, on va certainement s'approcher de 50% dans... C'est pas une connerie, parce que quand il réouvre le QE, non mais, déjà on a vu François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, ouvertement dire qu'il n'était pas pour, même qu'il était contre. Oui. Et on se dit, mais la réouverture du QE n'est même pas datée, enfin on ne sait même pas quand est-ce que ça va se terminer. Oui. Il y a un grand débat. Moi, si vous voulez, mon point de vue, c'est qu'on a un exemple qui s'appelle le Japon, où on a une banque centrale qui a beaucoup attendu, qui a réagi trop faiblement, trop tard, et on se retrouve dans une situation catastrophique. Je pense que ce que fait la BCE, c'est qu'elle a tiré les leçons de ce problème. Elle réagit beaucoup plus violemment, beaucoup plus tôt, pour essayer de ne pas se retrouver dans une situation japonaise. Est-ce qu'elle réussira? Je ne sais pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la même stratégie qu'on n'a pas les mêmes résultats. Mais dit autrement, si on n'avait pas eu de QE, je ne sais pas où serait l'économie européenne, mais probablement pas au niveau où on est à l'heure actuelle, qui n'est pas non plus un niveau euphorique, on vient de le dire. Et s'il n'y a pas d'euphorie, c'est aussi parce qu'il y a cette épée de Damoclès, on finit là-dessus, du Brexit. On a Boris Johnson qui propose, c'est lui qui le dit, le plan de la dernière chance, plan donc pour contourner le backstop avec une double frontière, je ne suis pas un expert, double frontière irlandaise, oui, avec un horizon limité à 2025. Oui. C'est une avancée ou pas déjà cette proposition pour vous? Non, c'est quelque chose qui était déjà proposé avant. Je pense que c'est inacceptable pour les Irlandais du Sud et pour les Européens. Donc c'est un autre plan de la dernière chance. À mon avis, il y en aura d'autres derrière. Ouais. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, qui a confirmé que le Brexit aura bien lieu, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, le 31 octobre, avec ou sans accord. On dit que ce n'est pas de nature à rassurer les marchés, mais en même temps qu'il ne flippe pas plus que ça. Et donc, si j'ai bien compris, il n'obéira pas à la loi anti-no deal qui a été votée par le Parlement britannique. C'est ce qu'il dit, ce qui est très bizarre, parce que vous avez un Premier ministre qui vous dit qu'il ne respectera pas la loi, ni la décision de la Cour constitutionnelle. Moi, je trouve personnellement ça un petit peu choquant. Mais après, on verra. On verra quoi? Parce qu'attendez, on a eu des reports, on a eu plusieurs reports successifs. Oui. Et puis d'ailleurs, supposez qu'il trouve un deal avec Bruxelles, il faudra le faire ratifier derrière par le Parlement. Bien sûr. On en est, j'avoue qu'on est même pas à moins d'un mois du deadline. Il se passe quoi là? Il se passe. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que chaque fois qu'on essaye de faire un arbre de décision, il y a une branche qu'on n'avait pas prévue et il y a un truc bizarre qui se passe. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 3 sorties possibles. À la fin du compte, c'est soit il y a une sortie non négociée, un hard Brexit. En ne respectant pas cette loi anti-no deal votée par le Parlement. Ou alors vous avez un report, et puis le report ne marche pas, et puis finalement vous avez un hard Brexit dans 6 mois, dans un an, je ne sais pas. Soit vous avez une sortie négociée, qui était la situation que souhaitait Theresa May, mais c'est très difficile à imaginer parce que le Parlement est extrêmement morcelé, c'est très difficile de le faire approuver. Donc, élection. Soit vous retirez l'article 50, ce qui passera probablement par un nouveau référendum. Mais pour moi, c'est les 3 solutions. C'est hard Brexit, sortie négociée ou référendum. Ou sortie, on arrête l'article 50 et probablement en passant par un référendum. Le problème que j'ai, c'est que... Et si on met des probabilités sur chacune des... je baisserais pas mal la probabilité du scénario central, c'est-à-dire d'une sortie négociée, pour les raisons que vous avez mentionnées. Il faut renégocier un traité, c'est abominablement compliqué, entre l'État britannique et Bruxelles, et ensuite le faire ratifier. Donc c'est une négociation à 3. Ouais. Je ne vois pas très bien comment on va pouvoir y arriver. Du coup, il me reste les 2 extrêmes. Soit le hard Brexit, soit à un moment donné, on dit, écoutez, on retire l'article 50 pour de bon et on arrête. Pour l'instant, les marchés n'ont pas trop réagi? Non, c'est surprenant d'ailleurs, à plein de niveaux. La livre sterling devrait être pénalisée si le risque augmente. Le marché ne veut pas croire au scénario du pire? Oui, je pense. Comme souvent. Ou en tout cas, il croit qu'une fois de plus, il y aura des élections. Du coup, les Européens seront obligés de reporter. Du coup, on est reparti pour 6 mois ou pour 3 mois et on continue comme ça. Mais c'est vrai que le marché est d'une zénitude un peu surprenante sur le sujet. Ouais, jusqu'au jour où, encore une fois, d'un coup, il y a une prise de conscience.
Le problème, si vous voulez, c'est que vous me demandiez la probabilité d'un hard Brexit. J'ai très courageusement oublié de répondre précisément à la question. Mais même si la probabilité est à 5% ou 10%, c'est un tel scénario catastrophe que moi, je veux une protection. Et donc, je voudrais que les actifs risqués britanniques reflètent ce risque-là. Ce qui n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas pour l'instant. Ouais. Enfin, en même temps, ça serait un gros choc, mais le FMI ne voit un impact négatif sur l'économie française que de 0,2%. Là, je me suis dit, en cas de sortie sèche du Royaume-Uni de l'Union européenne, là, je me dis, c'est un mini-choc, il n'y a rien d'insurmontable et vous me faites peur, là. Oui, bah, tant mieux. Moi, je mettrais un peu plus que 0,2 quand même beaucoup plus. Je pense qu'il y a un vrai problème. Alors après, il faut faire attention, parce que quand vous parlez aux gens qui veulent faire une sortie non négociée, donc un hard Brexit, c'est jamais un vrai hard Brexit. C'est-à-dire qu'ils vous disent, oui, mais attendez, on a des accords sur l'aéronautique, donc les avions pourront toujours se poser à Londres. On aura des accords sur la partie pharmacie, enfin les médicaments. Donc on pourra toujours exporter des médicaments, parce que vous voyez bien qu'on ne va pas laisser les Anglais mourir. 80% de ce qui est consommé en alimentaire au Royaume-Uni est importé, donc on ne va pas les laisser mourir de faim, il y aura un accord. Donc c'est jamais en fait un vrai hard Brexit. C'est un Brexit qui est hard, mais où on fait plein de petits accords tout de suite pour... Et donc je ne sais pas trop comment on fait, parce que vous devez, si vous voulez vraiment le faire bien, c'est des dizaines de secteurs. C'est vraiment plusieurs dizaines de secteurs où il faut faire un accord entre le 31 au soir et le 1er novembre au matin. Moi, je pense qu'il peut quand même y avoir quelques accidents. Donc 0,2 sur l'économie française. C'est dubitatif. J'espère. Bon, et donc ce que je retiens, on se quitte là-dessus, c'est que sur cette correction technique, la correction qu'on vient de vivre là pour vous, c'est un 48 heures, ça reste technique et le plus probable, c'est que ça rebondisse, mais pas de beaucoup. Si je ne vois pas de raison fondamentale d'avoir une correction beaucoup plus marquée que entre 0 et 5%. On a déjà fait 3. Que ça baisse un petit peu de nouveau, pourquoi pas, mais je ne vois pas de raison d'aller beaucoup plus bas. Voilà, merci d'avoir été avec nous, c'est toujours passionnant de papoter avec l'ami Stéphane Déo, donc stratégiste à la Banque Postale Asset Management. Merci.